Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Toulouse et vous. On est ensemble pendant 1 heure. On va parler économie, politique, sociale, sortie, rugby, chocolatine, briques roses. Nous allons parler aussi culture grâce à nos camarades de regard. Mina nous rejoindra tout à l'heure. J'ai hâte. On va parler sortie avec Pinkin. Oui. Avec Léo qui nous rejoindra et qui vous donnera les endroits où il faut sortir. Nous avons plein d'invités. D'ailleurs, je rends un hommage à quelqu'un que j'aime beaucoup. Audrey Pulvar, grande journaliste qui malheureusement a dû arrêter sa carrière parce que mauvais choix de mariage. Ça lance un peu la thématique de quoi on parle. Chanson. On va parler politique. D'abord jingle, la chanson sera pour après. Politisez-vous, c'est tout de suite dans Toulouse et vous. Et maintenant, il va pleuvoir, chanson. C'est la rose l'important, c'est la rose l'important, c'est la rose... Crois-moi, l'état du Parti socialiste. On va en parler. Nous avons avec nous justement le secrétaire général du Parti socialiste de Haute-Garonne, Mathieu Sos, qui est là. Bonjour. Enchanté. Alors, ce Parti socialiste, comment va-t-il aujourd'hui, en 2024-2025 ? Il se porte bien mieux qu'il y a quelques mois en arrière, et puis qu'après l'élection présidentielle perdue auprès d'Anne Hidalgo avec 1,7%. Donc il se porte bien, le Parti socialiste. Le Parti socialiste, il a un taux de nouveaux adhérents qu'il n'a jamais connu et un nombre considérable puisqu'on est à peu près à 3500 adhérents nouveaux au courant de l'année, avec une accentuation des adhérents après la législative. Ah non, la Haute-Garonne, si on était à ça serait bien au niveau national. En Haute-Garonne, on est à peu près entre 2000 et 2500 à peu près. D'accord. Donc c'est pas mal. C'est un parti qui se porte bien. On sort d'une élection législative où, malgré le contexte, on aura le temps d'en parler, et qui n'était pas prévu, qui n'était pas au calendrier aussi, on pourra en parler. On a doublé notre nombre de députés à l'Assemblée nationale. On fait entendre une voix différente. Au sein de la gauche, on a repris une pôle position, en tout cas, on est le cœur de cette gauche que nous avons construit autour du nouveau Front populaire. Et je trouve qu'il se porte bien, le Parti socialiste aujourd'hui. On réentend parler du mot Parti socialiste et c'est pas devenu un vilain mot. Parce que il y a quelque temps, ne serait-ce qu'il y a une petite, après la présidentielle d'Anne Hidalgo, qui a vraiment, qui nous avait annoncé dans une mort quasi clinique en fait. Souvenez-vous, 1,7%, on était au lendemain, on savait plus comment faire. On a créé à toute vitesse la NUPES à l'époque pour pouvoir essayer de sortir un peu de l'état de léthargie dans lequel nous nous trouvions et de l'agonie dans laquelle on était. On a repris un souffle avec la NUPES, mais c'était pas assez satisfaisant. Là, petit à petit, on reconstruit auprès de la population. Là, on a vu toute l'importance du Parti socialiste dans la séquence législative de fin juin, début juillet, où on a pu faire et participer à ce barrage et à la non-arrivée de l'extrême droite au pouvoir. Donc voilà, non, il se porte bien, le Parti socialiste. Rassurez-vous, on n'en a jamais entendu autant parler que en ce moment. Donc c'est que l'animal est plutôt vivant. Et c'est un peu pareil pour la bête bouge encore. La bête bouge encore et elle bouge beaucoup. Parce que le gros hold-up qu'il y a eu, je mets des guillemets partout, c'est quand même Monsieur Barnier, Monsieur Retailleau, qui sont quand même à des postes clés de l'État. J'ai l'impression que les partis justement qu'on pensait un petit peu éteints ressurgissent d'un coup du jour au lendemain. C'est cette impression que j'ai en tout cas. Alors, moi, quand tu parles de Retailleau, j'ai l'impression qu'il y a des idées qu'on pensait avoir qui malheureusement sont toujours vivantes. Mais bon. En fait, on a cette énorme parenthèse Macron qui, pour l'état des partis politiques traditionnels, a été très négative. Et même pour, à la rigueur, la structuration politique de notre pays. Parce que nous, on était habitués à avoir droite et gauche. C'était plutôt sain. Chacun avait des inspirations un peu différentes. Et il y avait un balancier qui se faisait au gré des élections et au gré des envies des Français et de la possibilité des Français, de leur expression et de ce qu'ils cherchaient comme solution à leurs problématiques. Macron a fait exploser ça.
Dans un premier temps, le premier mandat, il a fait exploser le Parti socialiste. Force est de constater que beaucoup nous ont quittés et pour rejoindre la Macronie à l'époque. Souvenons-nous, lorsqu'il est élu président et qu'il enchaîne par des législatives, il y en a beaucoup dans ces candidats aux législatives qui émanaient de nos rangs. Ici en Haute-Garonne, je pense à Monique Iborra, mais je pense à d'autres qui arrivaient directement, Vincent Nogal, qui arrivait du Parti socialiste et tac, qui avait opéré pour à l'époque La République en marche. Le mandat numéro 2 de Nicolas Sarkozy, lapsus révélateur, le mandat numéro 2 de Macron, il a opéré de la même façon avec la droite. Regardez le nombre de LR, Darmanin et d'autres qui ont quitté pour rejoindre la Macronie. Force est de constater que ça nous a amené à l'impasse. Et que dans la situation politique dans laquelle est notre pays, c'est le résultat de ces mauvais choix, de cette stratégie du jusqu'au-boutisme centrisme qui t'amène dans l'impasse, parce que c'est le en même temps, c'est la politique du en même temps. J'essaye de plus ou moins satisfaire les uns et les autres en fonction des grés et du temps, et en fait au final je satisfais personne. Ça c'est la Macronie, c'est la politique du en même temps, et ça t'arrive droit dans le mur. Mais justement, est-ce que ça n'a pas un intérêt? Moi je trouve un intérêt à tout ça. On dit le Parti socialiste. Le Parti socialiste, la posture Hamon, la posture Valls, on n'est pas vraiment sur la même chose. Le Parti socialiste, moi j'ai l'impression qu'à un moment donné, désolé pour l'expression, mais c'était un peu la foire à la saucisse. La preuve, ce qu'on disait, il y en a plein qui se sont barrés chez Macron parce que c'était plusieurs idées. Ça allait d'une gauche quand même avec des valeurs, entre guillemets, très à gauche, des valeurs socialistes au premier sens du terme, jusqu'à certains, je vais pas faire un jeu de mots avec le national-socialisme parce que ça serait pas très drôle, mais ou certains qui étaient dans le libéralisme, voire dans des idées très limites quand même. Alors peut-être que c'est une vertu de la période qui a permis de, peut-être au niveau idéologique en tout cas, de clarifier les positions, mais les deux personnes, si tu me permets le tutoiement Cédric, oui, mais les deux personnes que tu cites ne sont plus membres du Parti socialiste. Pour des raisons diverses et variées, mais elles ne sont plus membres. Et on peut pas, Valls, avec la tournure, le passage à Macronie, on peut plus penser même qu'un jour il était socialiste. Aujourd'hui, actuellement, avec ce qu'il pense. Donc, en réalité, tu es à la fois dans une clarification peut-être d'une idée du Parti socialiste, mais à la fois aussi dans un moment où le Parti socialiste réattire les gens. Et on a toujours été, nous, un parti d'opinion, un parti de courant. C'était très compliqué. Moi, ça fait un petit moment maintenant que j'ai commencé la vie politique. Moi, je me suis engagé politiquement après la défaite de Lionel Jospin et l'arrivée au second tour au pouvoir de Le Pen. J'avais participé activement à la campagne de Lionel Jospin. Et le soir, ça a été pour moi une sorte de cataclysme parce que j'étais jeune, parce que j'étais étudiant, parce que et puis on n'avait pas eu conscience de l'arrivée de Le Pen au second tour. C'est autant, il y a des fois, on nous dit, là, sur les dernières Macron, on nous dit, c'est surprenant, Marine Le Pen est arrivée. Non, là, par contre, là, ça serait se mentir, et puis ça serait avoir une mauvaise analyse de la situation. Au contraire. Je te dirais même que oui, le Front National est au pouvoir, le Rassemblement National, pardon, est au pouvoir aujourd'hui, quasiment assuré pour 2027. À nous de l'empêcher, cette chose qui arrive. Le mur est construit, la voiture est pleine, t'as beau klaxonner, tu prends le mur, si tu vas tout droit. Par contre, si tu bifurques, si tu arrives à trouver une alternance et une autre façon de faire, si tu arrives à répondre à l'interrogation des gens et ne pas attendre bêtement à chaque élection que le RN monte, et ben là, tu peux trouver ta bifurcation au niveau de ta voiture et échapper au mur. Qui est là aujourd'hui, au moment où je parle, il est dressé, le mur. Il est dressé. Alors, il s'est fissuré un peu ce matin avec les réquisitions de la justice. On pourra parler de ce débat, si vous voulez. J'ai mon point de vue là-dessus. Mais il s'est fissuré un peu parce que, a priori, leur candidate auto-désignée ou désignée
ne pourra pas se présenter à la prochaine présidentielle, peut-être, parce que c'est un réquisitoire. Voilà. Ça n'a pas encore été jugé. Mais en soi, il y a déjà le remplacement, le grand remplacement chez eux a déjà été fait, puisque la jeunesse pousse et avec son livre de sortie, on se méprend pas. Quand Bolloré investit sur un cheval, c'est pour aller jusqu'au bout, quoi. Sur ça, je suis vraiment pas d'accord. Hein. Je veux défendre ma profession. C'est que je pense pas, pour regarder les interviews, notamment. Enfin, ta profession, pardon, Alexandre, c'est pas Bolloré. C'est pas Bolloré. Bolloré, c'est un financeur. Oui, mais c'est à travers journaliste. les médias. Je vois ce qui est dit. C'est à travers les médias. Encore une fois, CNews est ciblé. Moi, je défends toutes les chaînes télé et médias, tous les médias. Pour moi, il doit y avoir tout le monde, parce que sinon, ça va se faire sur Internet. J'ai pas dit qu'il ne doit pas y avoir tout le monde, mais j'ai dit que tout le monde est censé, lorsque tu t'exprimes, dire de là où tu parles. Et autant France Inter, France Info, France Info, je vais dire France Inter parce que France Info c'est pas tout à fait vrai. C'est un média qui est quand même relativement neutre et qui ne fait qu'exposer des faits. Mais France Inter qui prend position a toujours dit que c'était un média avec une rédaction plus ou moins tournée vers la gauche. Moi, je rêve que c'est on embrasse Guillaume Meurice. Je rêve on embrasse Guillaume Meurice et les autres. Et qui a été malheureusement sanctionné. Moi, j'étais plutôt de son côté, Guillaume Meurice. Voilà. Mais pour ce qui est de CNews ou d'autres médias comme C8, les médias Bolloré, on va l'appeler plus court, j'aimerais qu'ils disent d'où ils parlent, tout simplement. Et ça serait beaucoup plus simple. Pour les regarder, c'est pas pour défendre, je n'ai aucun intérêt en plus à les défendre. Au contraire, ça peut même me coûter beaucoup de défendre. Pour les regarder quotidiennement, tous, Cyril Hanouna, moi depuis France 4, je regarde. Quotidiennement Quotidien, je regarde aussi. Je regarde tout le monde, mais c'est vrai que je regarde CNews. Il y a beaucoup. Bien sûr que c'est une ligne éditoriale à droite, c'est évident, mais. Alors oui, s'il faut qu'ils prennent l'antenne en disant nous on est plutôt de droite, mais je crois que les Français aussi, il faut arrêter de les prendre pour des idiots. Ils le savent, ils savent ce qu'ils regardent. Non mais c'est pas c'est pas un gros mot que dire que t'as une ligne éditoriale. Tu vois que ta ligne éditoriale, tu peux dire d'où elle vient. C'est pas un gros mot. Hein. Et ça ne sera pas une sanction à la liberté d'expression. Mais les gens le comprennent, parce qu'il y a besoin de le dire. Simplement, tu ne dois pas te camoufler en disant « Attendez », comme certains le font, ou s'offusquer. « Attendez, nous défendons cette opinion, mais nous sommes censés, et nous sommes dans la neutralité, c'est les autres qui sont de gauche, etc. » Moi, je préfère qu'on dise clairement les choses. Je n'ai jamais vu dire ça. Aujourd'hui, ce matin, j'écoute et je regarde moi aussi tout, en fait. Je fais partie de ces gens qui dévorent les médias et qui ont la télé allumée du matin au soir. Je sais, vous affectionnez particulièrement plus Samy. Je sais bien. Et donc, je regarde tout ce qui se fait. Des fois, ça manque un petit peu d'honnêteté intellectuelle. Et quand parfois ça va trop loin, qu'il y ait des sanctions auprès de l'Arcom, il faut pas non plus s'en offusquer. Ça fait partie du jeu. À un moment donné, il faut qu'il y ait une régulation de l'expression publique, autrement elle diffère. L'Arcom ne peut pas regarder ce qui se passe sur France Télévisions, par exemple, c'est pas normal. Alors, ça c'est des oui-dire. Ce qui se passe sur France Télévisions est sanctionné aussi régulièrement de façon différente. Je pense que s'il y avait des propos scandaleux qui étaient tenus à France Télévisions, il y avait tout l'armada juridique qui permettrait de le faire. C'est pas du tout la même façon de faire de la télé. Parce que les journalistes se couvrent. Quand France Télévisions ou France Inter annonce que Kamala Harris va gagner, parce que c'est ce qui s'est passé. Moi, il y a un journaliste, il y a un expert, j'ai pas les vidéos là sur moi, mais je vous les montrerai sur les réseaux sociaux, mais qui annonce sur plusieurs plateaux, non mais Kamala Harris va gagner, je vais vous expliquer pourquoi, et tout le monde est là, super, elle va gagner. Ils n'ont pas vu venir la vague rouge aux États-Unis. Et en plus, quand on l'a mis face au truc, on a dit, mais vous y croyez pas trop à l'élection de Trump? Il dit, si, j'y croyais. Enfin, pareil. Non, mais très honnêtement, les mêmes erreurs reproduisent les mêmes effets. Il peut y avoir des interprétations un peu différentes. Il peut y avoir des choses un peu différentes. Lorsque CNews avait prévu la victoire de Marine Le Pen, elle n'a pas eu lieu. Et celle aussi de Jordan Bardella plus récemment. Celle d'Éric Zemmour. Enfin bon, il y a eu ou avec Zemmour, avec un score plus haut que Zemmour. Enfin bon, c'est pas grave, c'est de la position médiatique.
Kamala Harris, pour en revenir, alors on ouvre plusieurs débats en même temps, faut quand même réussir à suivre. Mais Kamala Harris, pour le coup, on avait un prisme très européen et très français lorsqu'on regardait ces élections américaines. Et pour nous, c'était inconcevable que la dinguerie trumpiste fonctionne aussi bien. Ça ne nous permettait pas. Il faudrait avoir cette analyse. Ils n'ont pas le scrutin universel direct. Ils l'ont pas. Oui, sur CNews, ils l'ont dit, parce que ça correspondait à leur aspiration aussi. Non, c'est que Kamala Harris parlait des enfants transgenres pendant que Donald Trump parlait du peut-être qu'entre leur volonté de voir arriver quelque chose et une analyse très du contexte et de la situation, peut-être que c'était la volonté qui prenait le pas et que bon, il se trouve que ça l'a fait comme ça. De l'autre côté, mais moi j'ai pas les compétences pour bien analyser le scrutin américain. Ce que je vois, c'est les différences entre nos différents États, notre culture qui est différente, notre façon électorale qui est pas du tout la même. On est en suffrage universel direct. Ils sont avec des grands électeurs. Ils sont avec une politique de terrain qui est différenciée. Ils ont des appréciations médiatiques pas tout à fait les mêmes. Ils ont le premier amendement. Pardon, Cédric. Et je termine juste là-dessus parce que et après je te laisserai rebondir bien entendu. Mais le premier amendement là-bas fausse en fait notre vision des choses. Le premier amendement permet l'expression totale, ce qui fait qu'on a ouvert un pan entier dans cette campagne. Il faudrait y faire garde chez nous à des fake news qui sont devenus des news. Et quand on a Trump qui a développé autant de fake news, qui a pris à côté de lui Elon Musk, peut-être le roi de la fake news sur X, et qui a développé autant de choses, on n'avait pas perçu ça en France. On n'a pas cette culture-là en France. Excusez-moi ce mot, cette expression française. Dieu est l'État. Mais heureusement qu'on nous en préserve et qu'on régule un peu l'expression libre dans ce pays pour pas dire n'importe quoi, pour pas ni tomber dans l'antisémitisme ni dans le racisme. Faut voir un peu les attaques américaines. On a même fait parler des gens par l'IA qui ne s'étaient jamais prononcés pour Trump et qui se sont vus accorder un soutien à leur insu à un candidat. Ça n'arriverait pas en France. Et heureusement, on nous en préserve parce que la démocratie est une chose chère. Pas encore, parce qu'on sait ce qui se passe aux États-Unis, arrive à peu près 10 ans chez nous. Oui, Cédric. Après, faut tenir compte d'un truc sur le côté américain, ça sera juste une petite analyse. C'est que, comme tu disais, il y a une vision. Les Français, en fait, je le redis, ont un spectre, tout se passe comme ça se passe en France. Donc, ils ont l'impression, républicain, c'est la droite, c'est pas bien. Démocrate, c'est la gauche. Non. La gauche américaine, c'est autre chose. C'est voilà. C'est Sanders, par exemple. C'est on va dire, voilà, les démocrates. Je pense que même certains, je faisais tout à l'heure une vanne sur les socialistes qui étaient un peu trop libéraux. Je pense que même certains socialistes très libéraux, ils vous diront pas, ouais, les démocrates, c'est la famille, c'est des potes en chèque, quoi. C'est voilà. Non, mais par contre, de notre point de vue, européen, il aurait mieux fallu la victoire de Kamala Harris que celle de Trump. Ne serait-ce parce qu'on habite à Toulouse, que Airbus fait partie de nos grosses industries, et qu'au regard de la taxation des importations françaises aux États-Unis qui vont arriver cruellement, la taxation d'Airbus qui vont subir au profit de Boeing, Boeing, le grand géant américain de l'aviation, je pense qu'il aurait fallu une victoire de Kamala Harris au-delà de toutes les considérations sociétales. Peut-être même pour les Américains, parce que Boeing va très mal. Boeing va être relancé. Quand il y a même une capsule spatiale qui n'a pas pu revenir sur Terre, ils vont utiliser, je pense, Elon Musk, justement pour ça. Ils vont mal, je rachète. Non, mais c'est vrai, c'est dingue. Enfin, Boeing, à chaque fois qu'il y avait un incident, je voyais Boeing, je suis rassuré, je me dis, c'est vrai qu'on a Toulouse, Airbus, ça va. Voilà. Parce qu'on a des normes qu'ils n'ont pas là-bas aussi, on se plaint des normes, mais... mais c'est tout un... j'allais dire, c'est l'apogée du libéralisme. Et pour revenir un petit peu au débat français, en France, on connaît un libéralisme à tout va là, qui est arrivé à l'apothéose avec Barnier au gouvernement. Là-bas aux États-Unis, c'est plus c'est le libéralisme économique, mais aussi le protectionnisme politique, le repli des frontières au niveau politique et aussi une sorte de réactionnaire qui prend le pouvoir avec des retours en arrière sur pas mal de droits, notamment je pense aux droits des femmes, et avec toute cette
vous savez, ces fameux trucs qu'on regarde avec un peu de dérision et un peu en rigolant jaune en France, les traditions de ces femmes qui restent au foyer pour élever les enfants, etc. Tout ce qui se développe aux États-Unis, on en est à l'apothéose avec Trump. Et de l'autre côté, le pendant français, c'est le libéralisme à tout va. On dit que l'État, et ça y est, même celui qui paye pas d'impôts en France dira non, faut pas augmenter les impôts. On n'arrive même plus à avoir la culture de l'impôt qui était en fait simplement une répartition des richesses en fonction de ce que tu gagnais, ce qui permettait en fait la création du vivre ensemble à la française avec et dont celui qui a un peu moins pour qu'il puisse participer à ce vivre ensemble qui nous permet aussi de sanctuariser à la fois notre sécurité, à la fois notre liberté de vivre et notre, j'allais dire, notre bien vivant à la française, tout ça est en train d'être mis à mal et se développe partout. Ici, des restrictions budgétaires, ici la casse du service public, ici la dégradation du service rendu au public au profit du privé. Moi, il se trouve que Cédric, je le côtoyais, mais dans une vie civile, entre guillemets, pour amener nos enfants dans la même école publique. Cette école publique qu'on a vue quand nos enfants étaient un peu plus petits et qui, au fil du temps, subit les affres des économies budgétaires au mépris de la diffusion du savoir. Je pense à l'Occitan. On embrasse d'ailleurs l'équipe de l'école Bayard-Matabio. Voilà. Mais je pense à l'Occitan. Quid à l'avenir de ces classes Occitan? On a bien vu, nous, à Matabio, qu'il y avait en fait les enfants qui faisaient Occitan étaient répartis dans l'ensemble des classes, ce qui permettait en fait d'avoir à la fois une popularisation de l'occitan un petit peu plus diffusée, et puis ça permettait aussi de faire en sorte qu'il y ait l'égalité et la mixité sociale au sein de l'école. C'est fini par des suppressions de postes et on arrive à avoir des classes occitan réservées occitan, puis petit à petit on dira l'occitan est-ce un truc prioritaire. J'anticipe un peu l'avenir, mais c'est à peu près ça. On retirera et petit à petit on redeviendra l'école voilà, le vivre ensemble qu'on a connu au sein de l'école, nous, que nos enfants ont connu, il sera de l'ordre du souvenir un peu lointain et du souvenir où il faut mieux vivre avant. Après, justement, est-ce que c'est pas un problème de société? Petite anecdote, allez, celle-là, je la tente. Justement, moi, sur cette école, j'ai souvenir, c'est une école qui, justement, accueille pas mal d'enfants dont les parents sont en cours de régularisation, qui ont du mal avec le français et tout, et l'intégration se passe très bien. Et moi, j'ai souvenir d'une réunion parents-prof où une instite nous dit, voilà, j'ai fait 2 niveaux, comme ça, les élèves qui parlent français couramment, dont c'est la langue maternelle, aident les autres et tout, qui ont un peu de difficultés. Et là, il y a quand même un parent d'élève qui d'ailleurs s'est fait pourrir en occitan par mes soins et par le copain Florent Mercadier que j'embrasse, qui a demandé est-ce qu'on peut avoir le nom de ses élèves? Quand on en arrive à demander le nom d'enfants sous le prétexte qu'ils sont en train d'apprendre le français, que il me semble que c'est à une autre période ça. Mais bon, voilà. On en revient peut-être à la thématique. Local, on part dans tous les sens. C'est vrai, on est désolé l'équipe. On fait un Florent qui doit s'arracher les cheveux en régie, genre où ils vont. J'essaie de jauger par rapport à Émilie, j'essaie de voir. On part justement, tiens, sur le côté local, voilà, du coup. Changement de sujet en même temps. On parlait d'Airbus. Justement, alors Toulouse a tout misé sur l'aérospatial. C'est une des grandes victoires de Baudisper et tout ça. Le Airbus, alors c'est très bien, c'est une industrie qui fait vivre Toulouse et tout. Si demain Airbus a un souci, Toulouse, ça va devenir problématique quand même, non, d'un point de vue économique. Si Airbus tous, je pense que Toulouse s'enrhume. C'est évident, mais il n'y a pas que. Et je pense que toute la vie politique locale, certes, est faite avec... et puis ça engendre aussi d'autres phénomènes, parce que les Airbusiens, quand ils arrivent aussi avec leur famille. Ils arrivent avec tout le monde. Et Toulouse est une des villes les plus attractives, du fait aussi de cette industrie d'Airbus. Donc tous les ans à Toulouse, il y a des nouvelles personnes qui arrivent. Et dans le même temps, ces nouvelles personnes qui arrivent ont cette exigence et
c'est légitime, d'un service public comme elles l'ont connu antérieurement. Donc il faut que localement, on soit en capacité, nous, de développer le service public. Je pense aux écoles, mais aux collèges, je pense au lycée, mais pas que, et je pense aux routes, je pense à tout ça. Donc forcément, cette attractivité toulousaine est à la fois un avantage, puisque les populations nouvelles arrivent, mais à la fois porte les fruits d'un inconvénient, puisque le tissu local doit toujours s'habituer à ce changement. Donc, je pense au prix du loyer, parce que parfois les Herbusiens qui arrivent ont un pouvoir d'achat un peu plus élevé. Donc voilà, il y a tout ça à se faire, et ce mécanisme-là, il repose sur la volonté des collectivités locales, la possibilité des collectivités locales. Et là, on revient sur le débat du début de nos propos. C'est que on a de moins en moins une raréfaction du denier public qui est due à des choix budgétaires qui sont faits au sein du gouvernement, et les efforts demandés aux collectivités locales au niveau toulousain auront des conséquences pour nos concitoyens, pour les Toulousains. Il ne faut pas se tromper sur la dégradation potentielle du service public, parce que même si on fait tous les efforts du monde, lorsqu'on donne moins, on ne peut pas faire plus. Ça n'existe pas. Et il faut arrêter avec ce mythe. Je l'entends sans arrêt dans tous les médias. On va mettre moins d'argent, mais on va demander plus, ou on va vouloir plus. C'est un petit peu pareil, enfin ça rebondit un peu dans tous les domaines, mais on peut pas réduire ce que tu donnes à la santé et demander en même temps qu'on mette fin au désert médical, qu'on puisse développer l'hôpital public. Ça n'existe pas. Cette politique-là n'existe pas. Moi, je rêve d'une société où on reparle de la culture de l'impôt, mais pas pour augmenter l'impôt de tous, pour l'augmenter l'impôt de ceux qui peuvent, et puis rétablir un impôt juste en réalité. Je suis outré par la suppression de la taxe d'habitation, parce que si certes ça a paru être quelque chose qui permettait un petit souffle, mais il était léger le souffle. Mais aujourd'hui on en paye les conséquences. L'ISF aussi. Et l'ISF, bien entendu, mais j'allais en venir à l'ISF. Ouais. Mais quand on réduit autant les recettes de l'État, un jour ou l'autre, ils arrivent. Alors certes, il y a le nuage Covid qui permet de tout justifier. On dit que pendant le Covid, il y a eu tellement de volonté quoi qu'il vaille de dépenser pour pouvoir permettre aux sociétés de pas sombrer pendant le Covid. Mais ça, c'est un peu des leurs. La vérité, c'est qu'on a réduit les recettes de l'État. Et ce gouvernement les a réduits, pas nous. Le gouvernement a fait le choix de réduire les recettes de l'État. Et tu réduis tes recettes, tu peux pas dépenser après. C'est au sein d'un ménage, tu ferais le choix d'arrêter de bosser ou de machin, t'aurais plus de salaire qui tombe, t'arrives pas à avoir la même vie que t'avais antérieurement. Ça n'existe pas. L'État, c'est un grand ménage français avec beaucoup de gens qui le composent. Si on fait le choix d'éviter la solidarité par l'intermédiaire de l'impôt qu'il y avait, de faire en sorte qu'on réduise les taxes, qu'elles soient sous forme d'impôt direct ou les taxes de contribution indirecte, au bout d'un moment, l'État il fonctionne plus. Donc tu auras moins de capacité à pouvoir tendre la main à celui qui en a, mais aussi à satisfaire celui qui roule avec des routes comme on les a en France, c'est-à-dire en bon état. Moi, j'ai eu la chance, et je termine là-dessus, je suis très bavard, mais j'ai eu la chance d'aller aux États-Unis assez longuement. J'ai vu l'état des routes aux États-Unis, même en Californie, lorsque vous faites la route 66, et lorsque vous voyez ce que c'est que des gens qui décident de plus payer ou moins payer d'impôts. Vous l'avez... des pneus jauge à part la One, mais toutes les autres routes elles sont cabossées, défoncées, etc. Et le village le plus emblématique dessus, c'est celui de Clint Eastwood, Carmel. C'est un village extraordinaire, il n'y a pas d'éclairage la nuit, parce qu'il n'y a pas d'impôt. Donc en fait, il n'y a pas de route, c'est des routes en terre, et il n'y a pas d'éclairage. Je vous invite, vous tapez sur internet, vous allez vite trouver.
Donc c'est des choix. La vie est notre contrat social tel qu'il a été fondé, tel que nous connaissons en France, c'était nous acceptons de payer un taux d'imposition. Bien sûr, il faut discuter sur pour pas qu'il soit contraire à l'intérêt général et qui pourrait permettre à tous, mais on acceptait de payer un peu d'imposition dans le contrat social pour avoir en contrepartie des services publics. Et ça serait bien que ces services publics fonctionnent. C'est vrai qu'on en parlait aussi à Nicolas Sarkozy sur une autre émission qui voulait enlever des professeurs alors qu'on a besoin au contraire de professeurs, d'enseignants. Bon, voilà, c'est toujours à côté de la plaque. Mais faut-il écouter quelqu'un qui a un bracelet à la cheville ? Et qui par ailleurs, il a même annoncé qu'il serait au match ce soir. Moi, j'ai un petit peu de mal aussi. On parle du match France-Israël qui a eu... De France-Israël. Moi, je comprends pas, et c'était à juste titre, certains types sur Internet qui l'ont révélé, mais j'arrive pas à bien comprendre comment est-ce que lui peut se déplacer dans un stade avec un bracelet électronique. Au bout d'un moment, il faut quand même que la justice soit appliquée à tous. Bon, après, vu le nombre de flics qu'ils avaient prévu sur ce match, ça va, il va pas s'enfuir. Par contre, moi, j'étais pas au courant que Raël, il joue au foot. Et il me semblait pas qu'il s'appelait Francis. Il y a eu la blague qui a circulé sur Internet, en effet. Mais c'est vrai que voilà, encore une fois, qu'est-ce qu'on en pense de ça? C'était une question pas prévue. Je vais la poser, celle-là. De l'état de... Ah, parce que les autres, elles étaient prévues? De l'état, c'est pas faux. De l'état de la France, de ce côté-là. Où on a été obligé de mettre 4000 policiers dans Paris, dans l'enceinte du stade. Qu'est-ce que ça dit? Idem pour les JO. Hein. Idem pour les JO. De fait passer. Alors c'est vrai que ça se passe bien, quoi, parce que forcément il y a des policiers partout. Donc pourquoi on en est arrivé là? Je reviens et je reviendrai toujours. Et je sais que c'est un running, pas gag, mais à la France de 98 où je revois ce quart avancé avec tous les joueurs. La fameuse France Black Blanc Beurre, tout ça que vous voulez souligner. Moi, je m'en foutais, je vous donnais rien à foutre de savoir qui était Black Blanc ou Beurre. Mais bon, ouais, tu dis ça parce que tu vivais encore chez tes parents, que c'était ta mère qui cuisinait. C'est ça, c'était le discours ambiant. Mais bon, pourquoi pas? Je voyais tout ce rassemblement qu'il y avait autour de ce car. C'était merveilleux. Les Champs-Élysées, il y avait tout le monde. Là, la dernière Coupe du Monde où on a gagné, je voyais un côté... une route dégagée, il n'y avait pas tout ce truc-là. Et là, on se rend compte que maintenant, les stades de foot, on est obligé de les fermer. C'est 60 000 spectateurs, il n'y en aura que 20 000. Il n'y en a eu que 20 000. Pourquoi on en est arrivé là? Comment on en est arrivé là? Est-ce qu'on va en sortir de ça? Alors, est-ce qu'on va en sortir? Je le souhaite parce que, en fait, peut-être que notre écriture de ce que nous voulons en termes de France, ce que nous proposons en termes de France, celle de 98, celle qui permettait d'adhérer, de fédérer sur un projet commun, petit à petit, c'est étiolé. Mais c'est aussi le propre, j'allais dire, de... Je vais essayer de réfléchir un tout petit peu ou d'amener la réflexion sur quelque chose qui est l'effet Covid. Alors certes, vous allez me dire c'est mondial. Je pense que ce qu'on vit actuellement avec une sécurisation d'un match de foot entre la France et l'Israël, avec le problème d'un conflit au Proche-Orient qui serait, qui s'étend à un conflit français, tout au moins dans les idées, c'est un petit peu c'est mondial. Donc, avec ce repli du Covid, on a vu en l'autre potentiellement quelque chose de dangereux. On a considéré l'autre comme le danger putatif. On a mis un masque, on s'est protégé de nos interactions. On nous a confinés à la maison. Forcés, contraints et forcés, puisqu'il fallait éviter la propagation de la maladie. Mais en tout cas, on s'est recroquevillé sur nous-mêmes. Et on n'a jamais su peut-être retendre la main à l'autre. Et moi, je rêve d'une société et d'un candidat à la future présidentielle de 2027 qui est... C'est ce que nous proposerons, c'est de recréer un contrat avec la France, de recréer cette envie du vivre ensemble. Parce que tous nos sujets qui sont certes peut-être éloignés les uns des autres, et j'espère que le spectateur arrivera à trouver notre raisonnement, mais oui. Tout ça repose à mon avis sur cette idée du vivre ensemble, cette idée que il faut absolument se reprocurer. Il faut la refaire vivre, parce que le vivre ensemble, c'est comment est-ce que l'autre n'est pas considéré comme un ennemi potentiel, ou non pas considéré comme un concurrent, mais comme nous allons tous dans le même sens. C'est ce qui fait nation, en fait. Lorsqu'on fait nation, c'est une identité commune, une langue commune et une vision un petit peu, une interaction commune. Allons dans le même sens. Après, si, moi je trouve que pendant le Covid, il y avait quand même
un lien, parce que faut rappeler, les bars, les restaurants étaient fermés. Par contre, les clubs échangistes étaient restés ouverts. Moi, ça m'a toujours fait rire. Et on remercie Douli d'ailleurs. J'avais pas cette subtilité-là. Eh ben oui, on en avait parlé, je me rappelle, dans l'émission Faut se le dire sur Radio Occitanie, on a eu Douli, je me rappelle par téléphone, excellente Douli, qui au bikini ensuite le soir, j'ai eu le privilège de pouvoir y aller, quelques journalistes pouvaient y aller malgré le confinement, parce qu'il y avait des mesures de sécurité et qu'il fallait relayer le printemps du rire. Et Douli nous avait cité sur la scène à propos de ça. C'est vrai qu'il y avait... J'avais pas cette subtilité-là, ça m'avait échappé. En tout cas, Mathieu Soss, merci d'avoir été avec nous. Peut-être un de ces jours. Hein. Avec grand plaisir. Peut-être un de ces jours. Voilà, on va vous rappeler de toute manière, on va vous faire revenir, je pense, parce que là, on va parler de toutes les actualités. Merci d'avoir été avec nous. Merci. On passe à la suite.